Bonjour, je m'appelle Patrick Cohen et je suis membre du jury de la prochaine édition du Festival du film francophone d'Angoulême. Le cinéma, ça représente de la joie de vivre et du partage et de la connaissance, de l'ouverture sur le monde. C'est quelque chose qui a euh, profondément forgé mon imaginaire dès l'enfance, puis l'adolescence, puis dans le début de l'âge adulte. C'est une source de découverte, de partage et de plaisir, de joie de vivre, de partage d'émotions, que ce soit de la joie, de la tristesse, mais surtout de la connaissance. Voilà, c'est quelque chose qui a été très extrêmement marquant et formateur pour moi. J'ai vu des films qui montraient des journalistes ou des activistes, des choses comme ça, mais ma vocation, elle vient pas de là. Ma vocation de journaliste, elle vient plutôt de la lecture de journaux et de la presse écrite du temps où cette presse était partout et où elle tâchait les doigts, ce qui est de moins en moins le cas, davantage que dans les films. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les films de journalistes. Oui, vous avez cité Les Hommes du Président, qui est l'un des films emblématiques. En France, il y en a un petit peu moins qui ont marqué, mais je me souviens des de grands films dénonciateurs, de choses comme ça, qui dénonçaient les scandales, des films de Boisset, le juge Fayard, des films, même des films de Mocky. J'ai beaucoup aimé la période Mocky des années 70 avec Solo, l'Albatros, l'Ibis Rouge, etc. Où il y avait, où l'univers de la presse était un peu brossé, souvent pas forcément dans le meilleur jour, au rythme des compromissions. Mais il y avait la figure du journaliste solitaire qui pouvait dénoncer les scandales. Je me souviens aussi de Philippe Léotard. Ça, c'était à la télévision, incarnant un journaliste dans une série un feuilleton qui s'appelait Le Journal. Enfin voilà, tout ça forge évidemment un imaginaire qui était assez fort dans les années 70, c'est-à-dire dans la période où j'ai grandi, de la capacité d'un journaliste à changer le monde ou à en tout cas à faire à, à bousculer l'ordre établi. Oui, ça fait partie de l'imaginaire. Mais c'est pas fondamentalement ça qui m'a donné envie de devenir journaliste. J'ai souvenir d'émotions fortes partagées, donc il y a des moments qui me sont restés. Voilà, par exemple, je suis assez âgé pour me souvenir d'avoir vu Podane à sa sortie avec mes parents sur les Champs-Élysées. Je me souviens de la salle où c'était. Je ne suis pas sûr que la salle soit toujours là d'ailleurs, mais en tout cas, je me souviens de l'endroit où c'était. Donc j'avais 70, voilà, j'avais 8 ans. Je me souviens comme ça de films qui m'ont ébloui enfant. Il n'y en a pas beaucoup, des films qui vous éblouissent enfant et qui vous éblouissent encore aujourd'hui, 40, 50 ans, 50 ans plus tard. Mais bon, voilà, c'est pas très original. Mais les grands chefs-d'œuvre que j'ai vus, les très grands films que j'ai vus enfant ou adolescent continuent de m'impressionner aujourd'hui. Et généralement, je garde le souvenir de l'endroit ou du moment où je les ai vus. Donc, au cinéma pour Podane, à la télévision dans ce qui était le ciné-club de Claude Jean-Philippe pour les chefs-d'œuvre que sont euh, La règle du jeu ou d'autres
ou La Grande Illusion, pour les grands Renoirs, idem pour les Chaplin. Voilà, c'est des moments qui marquent, ou les grandes comédies musicales américaines que j'adore, et Chantons sous la pluie. La télévision dans ces années-là, et avec des séquences de deuxième partie de soirée, que ce soit avec Claude Jean-Philippe ou avec Patrick Brion, faisait découvrir énormément le cinéma de patrimoine, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui, si on le trouve en partie sur des plateformes. Enfin, il faut avoir la curiosité pour les jeunes générations d'aller voir ces films. Mais est-ce qu'un film est associé à un événement de vie privée? Comme ça, je ne vois pas. J'y vais dès qu'il est possible ou dès que l'occasion se présente, dans des projections privées pour les artistes, les cinéastes, acteurs, actrices, producteurs qu'on reçoit sur le plateau de télévision. Il y a voilà, des avant-premières, des projections qui sont ouvertes à la presse, aux journalistes, etc., pour qu'on puisse le voir avant. La pratique des liens vidéo s'est développée par commodité pour beaucoup de films, mais je me bagarre, enfin je me bagarre, j'essaie de faire en sorte que les grands films, les films importants, on puisse les voir en salle, quoi. Je me souviens des discussions animées que j'ai eues il y a quelques mois avec des membres de l'équipe de C'est à vous, parce que tu es un peu mitigé sur Illusion perdue, le film de Giannoli, et qui sortait de là en disant bon, oui, ça m'a un peu. Oui. Et je lui dis mais tu l'as vu comment? Bon, en partie sur mon ordinateur et en partie sur mon smartphone, sur mon téléphone portable. Et je piquais de colère parce que, évidemment, voilà, ça fait partie, d'abord, c'est un grand film, très grand film, et ensuite, ça fait partie des œuvres pour lesquelles qu'il faut absolument voir au cinéma, et c'est criminel à la fois pour le cinéaste et pour le directeur photo et pour le décorateur, enfin, et pour le costumier ou la costumière. Enfin, voilà, de voir des films pareils sur des petits formats, quoi. C'est terrible, alors que tout un travail qui est gâché. Donc, évidemment, je milite pour la salle. Je suis assez content de rassurer un peu, de voir que mes enfants, j'ai deux jeunes enfants qui sont adolescents ou préadolescents, ont du plaisir et ont de l'envie à aller voir des grandes productions en salle. Donc, voilà, le fil n'est pas rompu et l'habitude n'est pas perdue. Donc, oui, la salle, dès que c'est possible. Mais vous avez fait remarquer, on sort tard de l'émission. C'est pas forcément facile, sauf le week-end, d'aller au cinéma en soirée pour nous. Depuis que je fais ce métier, pour les parties culturelles, je fonctionne à l'admiration. Je pense que c'est une qualité absolument essentielle euh, à la fois dans le regard et le questionnement qu'on peut avoir à l'égard des artistes. J'ai toujours été très, très choqué de voir que le travail pour ce qui est des cinéastes et des producteurs de 2 ans, 3 ans, parfois plus, pour réaliser une œuvre et un film, pouvait être démoli en 1 minute, quand c'est pas en 30 secondes, sur un plateau télé, alors que forcément, sauf exception, il y a de l'engagement, il y a de la sincérité. Il ne peut pas y avoir que du cynisme, de l'intérêt commercial, etc. Il y a quelque chose, il y a une démarche artistique qui mérite beaucoup mieux que ça. Donc,
Je ne peux pas considérer que qu'on peut traiter des artistes et des cinéastes de la même façon qu'on traite des personnages du débat public et des hommes et des femmes politiques. Ça n'est pas du tout, ça ne peut pas être le même registre. En plus, voilà, il y a une dimension affective qui est évidente. Enfin, il faudrait être sourd et aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Les artistes ont besoin et ont envie d'être aimés et admirés. Ça fait partie de, c'est leur moteur. Et donc, les traiter de façon désinvolte en disant alors le beat que vous avez eu la dernière fois sur tel film, là, vous sentez comment, vous en êtes remis. Enfin, on ne peut pas faire ça. Voilà, ça c'est des questions qu'on peut réserver à des hommes et des femmes politiques, mais pas à des artistes. Donc, non, le registre n'est pas le même. Et voilà, effectivement, ce sont les personnes, les interlocuteurs auprès de qui je peux me sentir intimidé, ce qui est moins souvent le cas pour des personnages publics du débat politique. Il y en a beaucoup, hein, on les... mais je garde davantage de souvenirs marquants et j'y pense assez souvent de d'artistes disparus aujourd'hui que j'ai eu la chance d'interroger à France Inter quand j'étais sur la matinale. Il y avait au moins dans un grand format, une fois par semaine, un artiste, pas toujours dessinable, mais voilà, il se trouve que j'y repense à chaque disparition. Michel Piccoli, Jean Rochefort, il n'a pas disparu, enfin, ça a été extrêmement marquant. Jean-Louis Trintignant aussi dans Longueur, Jean-Paul Belmondo, j'ai été faire chez lui pour ses 80 ans. Voilà, ça, c'est des rencontres qui m'ont marqué parce que à chaque fois, pour la quasi-totalité des artistes que je viens de citer, bah, c'est le cas de Belmondo, de Piccoli, Rochefort et d'autres, etc. Il n'avait pas de promo, hein, c'était du pur, comme on dit, du patrimonial, quoi, hein, c'était pour, voilà, on revoyait leur carrière. Trintignant, c'était amusant parce que je lui parlais avec admiration de films qu'il n'avait jamais vus. Il a tellement tourné dans les années 70, notamment 70 et 80, que voilà, je lui passais des extraits, je lui citais des films, et il me disait, micro coupé, il me disait, mais c'est bien ce film-là. Je dis, oui, c'est pas mal quand même, parce que je lui citais Christian de Challonge, d'autres, etc. J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas eu le temps Il enchaînait les tournages et il ne voyait même pas les films en projection. Donc, il y avait plein de films dont il ne savait pas s'ils étaient bien. Je dis, mais oui, c'est très, très bien. Voilà. Et Piccoli, c'était très attendrissant. C'était une force. Force qui était sur le déclin. On sentait que son esprit s'en allait un petit peu au moment où j'interviewais, mais il avait des élans de cœur et de souvenirs pour les films qu'il avait réalisés, pour les actrices avec qui il avait tourné, notamment des déclarations d'amour pour Catherine Deneuve, avec qui il avait tourné seulement 2 fois, et qui était 3 fois. Euh, et, assez formidable. Donc voilà, ça c'est des moments, voilà. Et à C'est à vous, c'est à vous. Alors évidemment, il y a moins à C'est à vous, on forme une bande, donc il y a
moins le côté solennel de l'interview en tête-à-tête, mais non, non, on a eu c'est surtout des grandes stars américaines qui, à l'occasion de promos, sont venues. Voilà. Un duo fameux, on l'a souvent rediffusé, donc, mais c'est vrai que Tom Hanks et Meryl Streep, c'était un grand moment et un grand souvenir d'émissions télé. Ça représente un immense vivier de créateurs, d'artistes qui sont aux quatre coins du monde et qui partagent l'amour de la langue française. Moi, je suis toujours impressionné par la qualité de ce qui peut venir à la fois d'Haïti, du Québec, de l'Afrique francophone, de ces endroits qui nous ont donné des artistes qu'on considère comme français aujourd'hui et qui sont admis, bah, certains sont même à l'Académie française maintenant, ou en tout cas reconnus comme des voilà, que ce soit Mabankou, que ce soit des grands auteurs haïtiens, québécois qui sont là. Donc ça, c'est pour la littérature, mais pour le cinéma, c'est valable aussi. Je pense à Raoul Peck, évidemment, à beaucoup d'autres. Mais donc, il y a une communauté de langue qui est davantage que ça, qui est aussi une communauté d'esprit, mais avec un enrichissement, avec des regards différents selon les continents et les pays. Donc, c'est important. Et puis, on a comme ça des vagues d'auteurs, de cinéastes qui viennent autre. La Belgique on considère aujourd'hui que la Belgique fait partie de la culture française. C'est en réalité la culture francophone parce que c'est un pays qui nous donne encore énormément de créateurs et de créateurs originaux. Un grand honneur, d'abord. Je pense que je serais beaucoup intimidé. Et encore une fois, moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'admiration et sur le fait que je ne me sens pas, et c'est toujours l'état d'esprit que j'ai comme intervieweur, je ne me sens pas à l'égal de ceux que j'interroge. Je ne suis pas placé, je ne suis pas sur le même plan. Donc je sais que je vais côtoyer des créateurs, des artistes. Je les respecte infiniment. Et je ne suis pas créateur et je ne suis pas artiste, quoi. Donc chacun a sa place. Je peux avoir des admirations, des élans du cœur, des jugements de valeur aussi, évidemment, sur les œuvres, mais je n'appartiens pas à exactement à la même communauté. Donc, je pense que j'aurais beaucoup de respect à la fois pour les autres membres du jury qui ne sont pas comme moi et pour les œuvres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que on peut pas traiter, on ne doit pas traiter des œuvres avec des involtures. J'ai énormément d'admiration pour, pour André Lucelier, énormément. Et c'est marrant parce que c'est quelqu'un
que je suis depuis très longtemps. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de mes des films qui m'avaient marqué, ou des téléfilms qui m'avaient marqué adolescent, etc. Je l'avais remarqué, j'étais tout jeune, mais ce feuilleton-là m'avait particulièrement frappé dans l'univers de Nina Companese. C'était un ours pas comme les autres. Il partageait l'affiche avec Annie Dupéret. Il jouait un violoncelliste de l'orchestre de Radio France, enfin de la maison de la radio, de l'ORTF plutôt, non, Radio France, je pense déjà, à l'époque quand même. Et donc, voilà, un type romantique, rêveur, artiste, musicien, qui séduisait sans vraiment le vouloir, voilà, avec de grandes mèches blondes. Et voilà, Companese avait construit son feuilleton et son téléfilm autour de lui. C'était particulièrement réussi. Donc, voilà. Et puis ensuite, évidemment, chez René, chez Sautet, et tous les rôles qui ont suivi, et la façon dont il arrive à se métamorphoser aujourd'hui dans des rôles, dans des contre-emplois, pas forcément dans des rôles de gentil aussi. Non, il a fait quelques rôles de méchants. Donc, non, c'est un personnage. Et puis voilà. Et puis en plus, c'est quelqu'un d'une gentillesse, d'une courtoisie et d'une attention à l'autre qui est absolument extraordinaire pour ce que j'ai pu en voir en dehors des plateaux.